Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. Il n'est pas toujours facile d'être élégant à la télé, même si le code vestimentaire varie d'une chaîne à une autre. Le décor utilisé impose aux présentateurs et animateurs les couleurs à mettre. Concilier vie familiale et professionnelle n'est pas toujours facile pour les femmes fonctionnaires. Elle l'est encore moins pour les femmes des médias. Comment s'organise-t-elle une fois dans la profession? On en parle. Presse pour tous, c'est le nom donné à cette opération initiée par le directeur du journal Le Révélateur. L'objectif visé est de motiver les jeunes étudiants à s'intéresser à la profession. Le choix des couleurs est banal, parfois délicat pour le présentateur télé. Il doit tenir compte du décor pour choisir les couleurs de son habillement. D'autres parmi eux n'y font pas attention. Dans ce reportage de Armel de Sokago, Igor Ayoso et Jules Akoikou, journalistes et spécialistes, se sont prononcés. Presque une exigence, l'habillement est un outil de travail pour un présentateur télé. Mais l'apprentissage en la matière n'est pas un préalable pour l'exercice du métier. Chaque journaliste se contente de se faire une idée de ce que doit être le comportement vestimentaire d'un présentateur. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Le caractère de l'émission elle-même, le plateau qui sera dressé et puis le décor, si vous voulez. L'essentiel, c'est qu'à l'écran, ça paraisse beau. L'essentiel, c'est qu'à l'écran, ça soit, disons, agréable et non agressif. Je n'ai pas une trop grande importance pour mes tenues à la télé. Pour moi, l'essentiel, d'abord, c'est que ce soit une tenue correcte, que ce ne soit pas trop libre et que ça respecte quand même ceux à qui vous vous adressez le matin. Il n'y a pas de normes précises, imposables aux journalistes. C'est l'impression générale qui se dégage. Mais les spécialistes s'accordent sur un minimum de normes qui devraient être respectées. Ce que tout le monde peut voir, c'est que la télévision est un cadre symétrique. Du coup, pour certaines émissions qui sont d'ordre classique, qui sont des émissions classiques de la télévision, comme des émissions de type d'information, le journal et autres, parce qu'on veut que le présentateur soit sérieux et qu'il impose son autorité dans l'information qu'il donne pour qu'il soit crédibilisé, on tend à centrer ce présentateur dans ce qu'il fait. Et quand on le met au centre du cadre pour qu'il soit symétrique, on estime qu'il faut qu'il s'habille de manière à ce que cette symétrie puisse se retrouver de chaque côté de ce cadre-là. En matière de télévision, quand l'image n'est pas symétrique, cela distrait le téléspectateur. Cela empêche le téléspectateur de se concentrer sur l'information qui est donnée. Donc on appelle cela un bruit. Il est tout aussi important de tenir compte de certains détails. La caméra et les jeux de lumière peuvent intervenir aussi dans le choix vestimentaire du journaliste. Mon travail ici, par exemple, c'est de voir que l'éclairage qui est fait dans le studio impose au présentateur de s'habiller d'une certaine manière. Ensuite, la caméra que vous avez impose au présentateur de s'habiller d'une certaine manière. Cette caméra admet-elle de pouvoir filmer ce que nous appelons des moirés? Enfin, les moirés sont les déformations optiques que la caméra est obligée de se faire parce qu'elle n'arrive pas à filmer certains détails. Alors, si vous portez des rayures, par exemple, la caméra, parce qu'elle n'arrive pas à reproduire les rayures, se retrouve à vous donner des déformations optiques qui ne sont pas les détails réels vus à l'œil nu. Donc, si la caméra est trop sensible aux moirés, on dira au téléspectateur, au présentateur, excusez-moi, de ne pas porter des rayures. Le plaisir du téléspectateur dépend largement de la beauté des images à la télé. L'habillement en est un élément fondamental. Il participe à la présence du journaliste sur le plateau et complète le décor.
S'organiser autour de deux pôles que sont d'un côté le travail et de l'autre la famille n'est pas aisé. Avec les professionnels des médias, la réalité est encore tout autre. Comment arrive-t-il à concilier vie professionnelle et vie conjugale? Marcella Rossi nous le fait découvrir dans un magazine. Suivez-en un extrait. Mettre en relation le travail et la vie privée du journaliste revient à parler de l'espace et du temps. J'aime bien le métier. Ce qui est difficile dedans, en couple, c'est le temps. On n'a jamais le temps pour être ensemble avec les enfants. Quand tu dis ce week-end, on va le passer à la maison, on va sortir. C'est la veille, on te dit, ou bien le jour où vous vous apprêtez pour partir, qu'on appelle. Et tout le programme tombe à l'eau. Quand on prend un couple de professionnels de médias, c'est effectivement la disponibilité, le temps qu'on voudrait bien accorder aux membres de la famille, à sa partenaire, mais également aux enfants. Et nous savons bien que dans un média, on sait quand on vient au boulot, mais on ne sait pas toujours quand on peut rentrer. Le journaliste est créatif. Le journaliste est toujours à l'affût de ce qui est nouveau. Le journaliste a des horaires qui n'ont rien à voir avec des horaires de fonctionnaires. Et il est conditionné par l'événement plus que par les horaires, et ainsi de suite. Donc, de ce point de vue-là, déjà, mon fonctionnement a toujours été différent. Et je note chez mon épouse qu'elle n'a pas aussi des horaires vraiment immuables, partir le matin à telle heure, rentrer forcément à telle heure. Ce n'est pas toujours comme ça. Donc, je crois que tout ça joue aussi dans la manière dont nous fonctionnons. Ce débordement est parfois accepté ou contrôlé. Il est le plus souvent subi. Je sais que son travail est important, mais nous aussi à la maison, on attend beaucoup de lui. Quand je donne mon portable à ma fille, elle regarde la photo de son papa, il dit « Papa ». Là, ça me fend le cœur. Je mange, je dis, papa, viens. Papa est en train de t'acheter des yaourts, il va venir. À l'heure où je lui dis ça, là, il est 23h déjà. C'est ça qui me chagrine un peu. J'aimerais qu'il nous donne aussi un peu le temps. Chaque couple, à mon avis, est unique. Chaque couple est ce qu'il est et doit vivre avec. Moi, je crois simplement qu'on est ensemble pour que tous deux réussissent. On est ensemble pour que tous deux s'épanouissent. Il ne faut pas que l'épanouissement de l'un soit un frein à l'épanouissement de l'autre. La réalité de la vie quotidienne chez les professionnels des médias révèle une véritable dérive des aspirations initiales qui visaient à un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C'est à travers une opération dénommée Presse pour tous que les femmes, notamment les étudiantes de l'Université d'Abomey-Calavi et d'ailleurs, sont honorées. Opération qui vise à former les étudiantes et étudiants désireux de faire carrière dans le journalisme. Wilfried Noué, directeur de publication du journal Le Révélateur, nous explique le bien fondé de cette opération. Il est au micro de Assel Donsi et Louis Koudogbo. L'opération Presse pour tous, c'est une opération, une activité que nous avons lancée en prélude à l'organisation d'un projet que nous avons nommé Journée Presse Femmes et Développement au niveau de l'organe de presse. Pourquoi Journée Presse Femmes et Développement? D'abord, il y a de cela 10 ans, au niveau de notre organe de presse, nous avons constaté que il y a moins de 10 femmes au niveau de la rédaction. D'une rédaction estudiantine, d'un organe de presse qui paraît sur le campus, voilà le monde, mais il y a moins de 10 femmes. Et donc, dans le temps, les organisateurs, les TP, les responsables du journal, dans le temps, ont initié ce projet pour faire la promotion du genre au niveau de l'organe de presse. Et l'objectif était de susciter les étudiantes désireuses de faire leur parcours, leur chemin dans le domaine de presse, à s'intéresser notamment à la presse écrite et de pouvoir essayer de faire leur parcours pour que désormais on puisse parler d'une manière ou d'une autre d'une équité au sein de la rédaction. Et alors, pour réussir cette initiative, ils ont dit mais il faudrait qu'on lance spécialement une opération ou un recrutement dédié aux femmes.
Maintenant, au fil du temps, nous avons constaté que cette initiative ou ce recrutement que nous lançons au profit des jeunes étudiantes ne serait plus dans le contexte actuel se limiter seulement aux étudiantes. Donc nous avons dénommé l'opération Presque pour tous pour que tous les étudiants qui ont l'envie, qui ont la passion de faire une carrière dans le journalisme et qui n'ont pas l'argent de payer les frais de scolarité dans une école de renommée, de pouvoir profiter de ce canal, de cette occasion ou de cette opportunité pour faire leur formation en journalisme, faire leur carrière au niveau de la presse universitaire, notamment au journal Le Révélateur. Il faudrait qu'elle s'y engage véritablement dans les actions de développement, dans les associations pour militer. Parce que ce n'est que seul par le militantisme et le savoir-faire qu'elle puisse s'imposer. Cap sur la Thaïlande à Bangkok, la capitale, les personnes handicapées sont peu insérées dans le monde du travail et très peu visibles dans les rues, à l'exception des chanteurs. Des centaines d'aveugles chantent dans la rue pour se faire entendre, surtout dans ce pays bouddhiste où certains considèrent le handicap comme le fruit de mauvais comportements dans la société. Reportage. Équipée d'un micro et d'un petit amplificateur, elle fait de son mieux pour se faire entendre et pour faire entendre les droits des aveugles qui, comme elle, souffrent de préjugés en Thaïlande. Ce boulot, ils sont des centaines d'aveugles à s'y consacrer, ici à Bangkok. À chaque fois que nous sortons, nous devons payer le transport et la nourriture. Certains jours, nous n'avons pas d'argent, mais nous jouons parce que c'est ce que nous aimons. Nombre de ces musiciens jouent la musique de leur région d'origine, le nord et le nord-est des royaumes dotés de solides traditions musicales. Leurs chansons racontent la dureté de la vie de ces habitants des campagnes venant en masse travailler à Bangkok, souvent dans des conditions difficiles, en laissant au village leurs enfants confiés aux grands-parents. Ils font partie de la culture folklorique traditionnelle de ce pays. C'est moins bien vu que les Thaïs de la classe moyenne qui jouent sur des instruments occidentaux. Ils représentent davantage les vestiges de la culture traditionnelle que la grande ville a abandonnée. L'État thaïlandais s'est lancé dans une entreprise de régulation du secteur des chanteurs de rue qui sont à 90% aveugles. Depuis 2016, la loi sur la mendicité a été amendée et les musiciens de rue ont vu leur statut d'artiste reconnu. Le ministère des Affaires sociales leur remet désormais une carte officielle attestant de leur statut après une audition. Des cours de musique sont même organisés pour ces travailleurs. En 2016, près de 2700 se sont enregistrés. Chose paradoxale, les handicapés thaïlandais sont peu insérés dans le monde du travail et très peu visibles dans les rues, à l'exception des chanteurs. Mais donner de l'argent à ces derniers, frappés par le sort, est une bonne action supposée porter chance aux donateurs, selon la tradition bouddhiste. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 19h45 pour une nouvelle édition du journal.